Table ronde, indépendance, Nandelvoe, table ronde, Nalopes, indépendance, Moudingaï, table ronde, Naïlunga, indépendance, Elikinda. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce spécial 30 juin, 63 ans, jour pour jour, depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on va analyser le bilan sur le plan politique, économique, mais aussi social. Nous recevons dans ce plateau spécial le professeur et chercheur, mais aussi sociocritique. Lui, c'est Sylvain Kantolomba Nawezi. Bienvenue à vous dans ce numéro spécial 30 juin, 63 ans d'indépendance de la RDC. Merci beaucoup, Monsieur Dorsin, pour votre invitation dans cette émission spéciale. J'en profite pour souhaiter aux Congolais heureux anniversaire de notre indépendance. À côté de lui, il y a Guilain Rouège plutôt. Il est avocat au barreau du Lualaba. Bienvenue également à vous, mais aussi il est analyste politique. Bienvenue. Merci beaucoup, M. Dorsin. Je profite aussi de dire merci au prof Kantolomba, mon co-débatteur sur ce plateau. Je souhaite aussi un joyeux anniversaire à tous les Congolais et particulièrement à tous les Lualabais. Et voilà, joyeux anniversaire à tous les Congolais qui vont nous suivre de partout. Aujourd'hui, on va décortiquer le plan social, économique, mais aussi politique, 63 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo. On va commencer avec vous, Monsieur Guilain. 63 ans après sa proclamation, l'indépendance de la République démocratique du Congo réelle reste à conquérir. Merci beaucoup pour les verbes que vous m'accordez. Aujourd'hui, la RDC totalise au moins 63 ans d'existence en ce qui concerne son indépendance ou en ce qui concerne la souveraineté internationale. Aujourd'hui, nous sommes âgés de 63 ans et s'il faudrait examiner tout ce qu'il y a comme réalisation pendant cet âge, il y a à boire et à manger. Et au cours de cette émission, nous allons essayer de pouvoir examiner sur les plans politiques, sur les plans économiques et sur les plans sociaux. Bien évidemment. Pour ce qui concerne les plans économiques, vous allez comprendre avec moi que la République démocratique du Congo, avant son indépendance, son économie était une économie dépendante, extravertie. Pourquoi dépendante? Parce que l'économie de la RDC ne dépendait que du secteur minier. Et jusqu'à ce jour, cette situation n'a pas changé. Ça, c'est une évidence. Et ça nous cause un grand problème au niveau de notre économie. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'économie reste extravertie. Nous dépendons de l'extérieur. Et aujourd'hui, nous avons d'énormes difficultés qui ne nous permettent pas, nous Congolais, de pouvoir nous développer sur les plans économiques. Et ça, c'est un problème. Donc, 60 ans après, notre économie reste extravertie, notre économie reste dépendante du secteur minier. Et j'interpelle ici les gouvernements congolais qui doivent se battre pour améliorer, pour aller dans d'autres secteurs. Parce qu'on ne doit pas seulement dépendre d'un seul secteur qui est les mines. Nous devons dépendre aussi de l'agriculture. Mais ce n'est pas toutes les provinces qui ont les mines. Ce ne sont pas toutes les provinces qui ont des mines, mais l'économie congolaise est fondée sur les secteurs miniers. Quelle est la province aujourd'hui qui excelle en agriculture? Il n'y en a pas en République démocratique du Congo. Quelle est cette province qui peut, n'est-ce pas, venir en aide aux autres provinces en matière d'agriculture? Il n'y en a pas. Et donc ça, c'est un problème. Nous devons diversifier notre économie de façon que nous puissions parvenir au développement de notre pays. Ça, c'est l'aspect économique. Donc ici, un aspect important, c'est lequel? C'est que le Congo produit
ce qu'il ne consomme pas. Il produit les cuivres, il produit les cobaltes, ce que nous, à notre niveau, nous ne consommons pas. Et nous consommons ce que nous ne produisons pas. Et ça entraîne un déséquilibre économique. Donc, malheureusement, nous sommes passés de régime en régime, rien donc ici, M. nouveau sur le terrain. M. Dorsin, ici, j'aimerais qu'on parle de la gestion du Congo par les Congolais pendant au moins 63 ans. Il n'est pas question ici des régimes. Monsieur Guillain, oui. Le fait de chasser les Blancs sur notre sol, est-ce que c'est ça qui a causé ces malheurs aujourd'hui? Le fait de chasser les Blancs sur notre sol, quand on a obtenu notre indépendance. Parce que l'indépendance ou la souveraineté internationale a un impact. C'est-à-dire vous devenez autonome. Vous définissez votre politique économique, votre politique sociale et d'une manière indépendante. Vous ne dépendez plus des Blancs. Donc, le fait que les Blancs soient chassés de notre pays, cela ne pouvait pas impacter notre économie. Il revenait à nous, Congolais, de prendre la chose en main, de pouvoir apporter quelque chose à l'édifice. Et moi, je pense que les Blancs ne peuvent rien apporter à notre économie si et seulement si nous-mêmes nous sommes conscients de ce que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup de vos analyses. On donne la parole à M. Sylvain Kantolomba, le professeur. Vous avez suivi votre co-débatteur sur le plan économique. Il n'y a pas d'avancée. Notre économie dépend toujours de l'extérieur. Est-ce que c'est par ces systèmes de colonialisme belge qui est appelé aujourd'hui l'apartheid que nous subissons toutes ces choses? Merci beaucoup, cher Dorsin. Je tiens à saluer mon ami le co-débatteur, cher Guillain. C'est toujours heureux quand on se retrouve sur un plateau entre maître et son étudiant. Je suis heureux de le voir parler de la République démocratique du Congo. Et donc, 63 ans après, je pense que l'indépendance reste cet héritage lourd à assumer pour le Congolais. Parce que avant les indépendances, ces vents-là des indépendances, vous avez vu l'élite africaine et congolaise en particulier se débattre pour devoir arracher la souveraineté nationale et internationale. Et il y avait pratiquement un espoir qui était nourri. Quand nous allons prendre la commande de la chose publique, quand nous allons prendre les manettes de notre nation, nous allons nous offrir le meilleur. Nous allons devenir ce que nous voulons. Mais ça n'a pas duré, dommage pour la République démocratique du Congo. Moins d'une année, le problème a commencé. Et là, nous sommes arrivés pratiquement dans ce que les critiques appellent le désenchantement, hein, l'espoir perdu. Nous avions cru qu'en prenant la commande, nous allions offrir aux Congolais la vie meilleure nous-mêmes. Mais hélas, aujourd'hui, comme Guillain le disait, c'est que nous arrivons à une sorte de désillusion. L'élite congolaise va se perdre en plein vol et tout de suite, c'est le désenchantement, c'est l'inquiétude qui s'installe. Et du coup, jusqu'à ce jour... Pouvons-nous dire qu'on n'était pas prêt à accéder à l'indépendance? Voilà, aujourd'hui, nous sommes en train de récolter les fruits. Non, en fait, je n'aime pas cette thèse de dire nous n'étions pas prêts. Parce qu'il faut avoir vécu les années de la colonisation pour savoir la peine qu'endurait le Congolais pour espérer continuer avec cette colonisation. Voilà pourquoi vous allez voir qu'à la table ronde, les Belges sont surpris de l'unité que dégagent les leaders politiques congolais. Parce qu'on ne les attendait pas sur ce ton-là. On les connaissait très divergents dans leur manière de prendre leur position politique, mais lorsqu'ils arrivent à la table ronde, et quand il s'agit de l'indépendance, tout le monde a parlé d'une seule voix, sans oublier que Lumumba venait de recevoir son onction à Accra, à la rencontre de Kwame Nkrumah et les autres. Indépendance arrachée, mais il est devenu une obligation pour le Congolais de s'assumer et de regarder en avant pour relever les défis. Et donc vous allez constater justement... Pendant 6 décennies, on a manqué un plan de développement économique.
Ce que je peux dire ici, c'est que la gouvernance, c'est une gouvernance des tâtonnements qui caractérise les 63 ans d'indépendance. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est un héritage lourd à assumer. Voilà pourquoi nous devons même, pour moi, nous interdire les attitudes festives. Parce qu'à 63 ans, nous sommes immatures. Nous sommes encore des enfants de 63 ans, ce qui est regrettable. Alors qu'à 63 ans, on serait très loin. Parce que quand nous prenions l'indépendance, il y a des pays qui ne pouvaient pas nous arriver à la cheville. Mais aujourd'hui, ces pays sont partis très loin sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan de la transformation de la société. Comme il le disait, regardez le décalage qu'il y a. Non seulement nous avons une économie extravertie, non seulement nous avons des minéraux pour lesquels nous ne savons pas fixer le prix, alors qu'à côté de nous, ici, je prendrai le cas de Botswana, qui n'a que le diamant. Et le Botswana a pu réussir à ramener la bourse de Anvers à Botswana. Mais alors qu'ici, chez nous, nous sommes incapables de capter les enjeux économiques et internationaux à notre bénéfice. Parce que vous avez l'exemple du cuivre, du cobalt. Aujourd'hui, les autres vous disent, en 1930, nous allons avoir des batteries électriques, donc pas de véhicules avec du carburant. Curieusement, le meilleur cobalt, c'est celui qui vient de la République démocratique du Congo. Le lithium en RDC. Vous voyez, le nickel en RDC. Bon, comment nous faisons au niveau de la gouvernance pour que nous puissions capitaliser cette avancée industrielle, technologique, pour et au compte de notre peuple? C'est ça, au fait, la grande question. Et là, nous sommes de plein pied dans la problématique de la gouvernance. Et donc, nous continuons à tâtonner. Dommage, nous ne sommes incapables de faire bénéficier les richesses au peuple congolais. Et là, vous parlez de la gouvernance. On n'a pas un modèle de gouvernance pour qu'il y ait des résultats escomptés au niveau de la vie sociale des Congolais? En soi, en termes de gouvernance, le modèle peine à s'imposer. Il y a aussi un autre problème qui s'ajoute dans cette gouvernance, il y a les types d'hommes. Regardez le parcours de la République démocratique du Congo. Qui est celui qu'on appelle politique? On a du mal à différencier les hommes d'État de politiciens. Nous avons en lieu et place des hommes d'État dans les institutions. Nous avons des politiciens qui ne pensent qu'à la réélection. Vous êtes élu sur base d'un contrat social, sur base d'un projet de société. Qu'est-ce que vous faites en tant qu'homme d'État? Une fois aux commandes, et donc, vous devez implémenter votre projet de société. Mais qu'est-ce que nous constatons dans le politique congolais? Donc, lorsqu'il commence, il prépare, il vous amène dans un débat des élections prochaines. Nous passons comme ça le quinquennat en train de parler des élections prochaines, en train de parler de la réélection, sans se poser des questions. Est-ce que nous avons un indicateur par rapport à l'exécution du contrat social qu'on a avec le peuple? C'est ça, au fait, la problématique. C'est que le type d'homme, les types de politique que nous avons... Le politique congolais n'aime pas les bilans. Non, justement, il n'en veut pas. Il n'en veut pas. Curieusement, il est attaché à la conception ancestrale du pouvoir. Là également, il y a un problème. Parce que pour l'Africain, pour le Congolais, le pouvoir est viager. Et donc, tant que vous n'êtes pas mort, vous ne devez pas quitter le pouvoir. Regardez comment nous nous comportons. Nous avons décidé de calquer notre gouvernance sur le principe démocratique. Mais nous avons du mal à nous aligner sur les mêmes principes démocratiques. Et vous voyez des gens qui sont en train de tergiverser, qui ont du mal à dire, bon, j'ai échoué, je ne sais pas remplir pour le deuxième mandat. Et vous le voyez en train de multiplier de stratagèmes pour rester. Simplement, là, je dis, c'est l'émergence dans le Congolais de la conception ancestrale du pouvoir. Même quand vous n'avez rien apporté, vous voulez être là. Mais dommage, c'est le peuple congolais qui continue à en payer le prix. Et pour moi, l'urgence aujourd'hui, que ce soit sur le plan économique, comme le disait Guilain, sur le plan politique, où vous avez des politiques gourmands, des politiques égoïstes. Parce que, allez-y comprendre
quel est le niveau de la redistribution de richesses dans notre pays? Regardez le décalage entre ceux qui sont dans les institutions et ceux qui sont dans d'autres corporations qui impactent directement le social. Prenez le militaire, il a quel traitement? Prenez l'enseignant, prenez le médecin, ainsi de suite, le fonctionnaire. Oui, le magistrat. En face, vous avez des gens qui se pompent, je ne sais pas, un salaire insolent. Au nom de quoi? On vous dira, un député toucherait 21 000 $, et quel enseignant congolais à l'école primaire, secondaire, il se retrouve à 327 000 francs congolais. Regardez ce décalage-là. Et donc, il y a un problème sérieux, même dans la redistribution de richesses que nous avons pu mobiliser. Merci beaucoup. Monsieur Guillain, peut-être encore sur le plan économique. Au Congo, pour tout bilan, il n'y a que la stabilisation de cadre macroéconomique, mais pour quel bilan d'enrichissement et de diversification plutôt économique, mais aussi industrielle, 63 ans après? Pour ce qui concerne la diversification de l'économie de notre pays, comme je l'ai dit, vous allez comprendre avec moi que nous sommes dans une situation chaotique pour ce qui concerne l'économie de notre pays. Pourquoi? Parce que je l'ai dit que c'était déjà un problème. Un problème pourquoi? Parce que notre économie n'est pas diversifiée. C'est une économie qui est dépendante uniquement du secteur minier. Imaginez-vous, lorsque sur le plan international, il y a baisse des cours internationaux, c'est nous qui en pâtissons. Et automatiquement, les Congolais souffrent. Pourquoi? Parce qu'il manque tout simplement la bonne politique économique dans les chefs de nos gouvernements. Et ça, c'est très important. Donc, la diversification pendant ces 33 ans, dans notre économie, 63 ans, je pense, d'indépendance, n'existait pas jusque-là. Parce que nous n'avons qu'un seul secteur où tous les politiques, tous les hommes politiques se focalisent sur les mines. Et lorsqu'il y a un problème dans les mines, c'est tout un pays qui est touché. Et pour vous, c'est aussi un problème de gouvernance ou bien c'est un problème d'hommes? C'est quoi la cause de cette souffrance que traverse le Congolais? La cause, c'est tout simplement la mauvaise gouvernance. Je vous dis qu'il n'y a pas de lois qui manquent. Nous avons des bonnes lois, mais ces lois ne sont pas d'application adéquate. Et moi, je pense que ce sont la politique. Donc, c'est la politique qui n'est pas bonne, qui n'est pas appliquée. Donc, nous avons des bonnes lois. S'il faut qu'on applique la loi, je pense que tout le monde se retrouverait, tout le monde bénéficierait des richesses nationales et la répartition également, comme le professeur venait de le dire, la répartition des richesses nationales. Il y a une certaine catégorie qui en profite tout simplement. Parce que nous n'avons que deux classes. Nous n'avons pas la classe moyenne. Les riches et les pauvres. Les riches, non, les très riches et les moins pauvres. Vous voyez? Donc, ici, on doit parler du secteur social. Pouvons-nous dire que 63 ans après, le social des Congolais reste le cadet des soucis des gouvernements? Les sociales, s'il faudrait parler les sociales pendant ces 33 ans, nous sommes allés d'une manière galopante. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on a compris que la population, pour ce qui concerne les sociales, s'est retrouvée, surtout quand on prend l'époque du président Laurent Désiré Kabila. Cette époque, vous vous rendrez compte et vous conclurez avec moi que sur le plan social, la population s'était retrouvée. Mais lorsque nous remontons avec l'histoire, parce que nous parlons de 63 ans, et ces 63 ans-là, ce sont les politiques congolais qui ont géré le Congo. Et nous analysons la gestion du Congo par l'homme congolais. À un moment donné, on a compris que les social étaient abandonnés. L'homme politique s'était beaucoup focalisé sur son pouvoir. Il n'y avait que son pouvoir qu'il fallait protéger à tout prix. Et avec des mauvais conseillers qui entourent souvent les chefs, vous vous rendrez compte qu'on ne misait que sur la modification de la Constitution pour pérenniser les pouvoirs. Mais la population qui a donné ce pouvoir ne réagit pas, il est silencieuse. La population congolaise, c'est une population pacifique
qui respecte les autorités. Mais il y a aussi un autre aspect qui ignore ces droits. Parce que les droits n'est droit que lorsqu'on connaît les revendiquer. La population qui en pâtit, qu'est-ce qu'elle fait à son tour? Elle applaudit. Lorsque ces mêmes personnes reviendront avec les pagnes, avec les polos, avec tout ce qui n'est pas important pour leur vie, et les mêmes personnes-là reçoivent les politiques. C'est là que moi j'ai toujours dit que dans ces pays, nous n'avons pas besoin des hommes politiques. Nous avons besoin des hommes d'État. Parce que l'homme d'État ne voit pas les élections. L'homme d'État voit l'avenir de son pays. L'homme d'État voit ce qu'il peut faire pour sa nation. Là, donc l'indépendance nous a été donnée. Au Congo, nous n'avons pas d'hommes d'État. Et il n'y en a pas assez. S'il y en a, ils sont à compter au bout des doigts parce que l'exception ne manque pas. S'il y en avait, on ne devait pas continuer à vivre dans la misère ou soit à connaître une économie extravertie. Nous avons des bonnes personnes et des hommes d'État, mais peut-être qu'ils n'ont pas encore eu la chance d'accéder à la gestion de la chose publique. Ça, c'est aussi important. Parce que ce n'est pas tout le monde qui gère. Nous, tous là, nous sommes là pour empathie et nous nous battons pour la gestion de la chose publique. Nous pouvons apporter quelque chose. Nous pouvons apporter quelque chose à la construction de cet édifice. Parce que la nationalité ou la nation congolaise, elle nous appartient. Et nous devons nous battre tous, vous et nous, pour que nous puissions apporter, en tout cas, un changement à notre pays. Et les sociales, donc question, permettez que je termine par là. Okay. Les sociales, en soi, devaient constituer quelque chose qui devait pousser les hommes politiques à travailler, à aller de l'avant. Pourquoi? Parce que si nous sommes dans un régime politique qui est la démocratie, où l'émanation du pouvoir, c'est le peuple, pourquoi, après avoir obtenu ces pouvoirs, vous oubliez les peuples? Est-ce que nous pouvons rester dans une démocratie où nous vivons les apparences démocratiques, mais en réalité, nous ne vivons pas la démocratie? J'ai dit non. La démocratie doit être réelle. C'est nous qui donnons les pouvoirs et c'est nous qui devons bénéficier de ces pouvoirs-là. Parce que la démocratie en soi, selon la formule d'Abraham Lincoln, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais où est le peuple dans cette les affaire? oubliettes. Le peuple est oublié, le peuple est rejeté par ses gouvernants. Et cette façon de réagir des hommes politiques ne plaît pas au peuple. Le peuple est là et les gouvernants doivent se souvenir du peuple qui donne les pouvoirs. Parce que nous allons vers les élections. Ces mêmes personnes-là commenceront à faire des dons. On va en arriver. Professeur Sylvain Kantolomba, 63 ans après, l'un des événements phares reste sans doute la passation pacifique du pouvoir pour la première fois entre un président élu et un président sortant, Kabila, mais aussi Félix Tshisekedi. Les bienfaits de cet événement commence-t-il à être ressenti dans la vie quotidienne des Congolais? Est-ce qu'il y a des prémices de ces grands événements enregistrés lors de la passation pacifique du pouvoir entre les deux présidents? En soi, je perds que nous puissions nous retrouver dans ce que j'appelle le cycle le recommencement de l'histoire, un cycle de recommencement. Vous avez, à la veille de l'indépendance, nous voulions l'indépendance. Après, nous tombons dans les désenchantements, dans les désespoirs. Mais est-ce que je n'ai pas raison de penser que c'est ce que nous revivons avec l'alternance? L'alternance, tant attendue, est arrivée avec Joseph Kabila Kabange et Félix Antoine Tshisekedi. Et tout le monde disait, eh ben, ça y est, c'est le redémarrage, c'est le décollage. Mais à quoi n'avons-nous pas assisté ou à quoi nous n'assistons pas aujourd'hui? C'est pratiquement, une fois encore de plus, une déception, malgré ces temps forts et un temps chargé d'une forte symbolique historique. Et pour moi, aujourd'hui, 63 ans après, il faut appeler à la barre du tribunal de l'histoire l'élite intellectuelle congolaise.
Et l'élite doit comparaître. Elle a complètement échoué. Et il nous faut aujourd'hui que nous puissions aller dans ce que je confesse comme doctrine, la remise en cause. Il nous faut que nous puissions nous mirer, nous regarder correctement et repenser un nouveau départ. Si pas à redéfinir l'État congolais avec des objectifs. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tendance à évoluer dans un pays sans objectif, sans ambition. Nous naviguons à vue. Les autres ont des chercheurs qui leur disent, dans les 10 ans, voici ce que nous allons devenir. Est-ce que vous savez ce que nous voulons devenir dans ces pays? Pourtant, c'était bénéfique quand même, cette passation pacifique. Tout à fait. Ça devait profiter à tout Congolais. Mais est-ce que sur le terrain, il y a ces résultats attendus après ces grands événements qui a fait parler de la République démocratique du Congo presque à travers le monde? Dommage, on n'a pas tardé à tirer sur la table festive appelée l'alternance. Hein? Une fois l'alternance, on a salué une avancée, mais tout de suite on assiste à un basculement de la majorité en pleine législature. Et là, c'est le scandale que les politiques congolais doivent assumer. Et aujourd'hui, nous en connaissons les conséquences. Et aujourd'hui, 63 ans après, regardez comment fonctionne l'appareil de l'État. On ne sait pas différencier ceux qui ont la commande de la chose publique et le politicien. Vous avez ceux qui sont payés, pris en charge par le trésor public, et ce sont eux qui sont politiciens au même moment, qui agissent pour leur camp. On se demande à quel moment ils agiront pour la nation. Parce que même la Constitution, le constituant congolais voulait que lorsque vous êtes ministre, vous ne puissiez avoir aucune responsabilité politique. Mais dommage aujourd'hui, les institutionnels ont des responsabilités politiques. Et du coup, ils tombent dans le piège d'agir pour leur camp. En lieu et place de parler de la République démocratique du Congo. Tout à l'heure, je parlais d'ambition. Nous avons l'uranium en RDC. Avons-nous combien de réacteurs? Avons-nous envoyé combien de satellites dans l'orbite? Nous avons le cuivre. Qu'est-ce que nous en faisons? Donc, nous sommes incapables de penser la transformation de notre produit afin d'en tirer le profit ou la valeur ajoutée. Et regardez aujourd'hui, quand vous êtes sur nos routes ici, nous qui sommes au Katanga, sur la route de Kolwezi à Kasumbalesa, c'est plein de tracts. Quel est l'impact? Et quand vous jetez un regard dans la population, vous avez une population dans une misère indescriptible. Et là, il faut que l'élite puisse répondre. Parce que l'élite qui devait, n'est-ce pas, montrer le chemin à suivre pour cette République, devient le bourreau de la population. Et donc, nous assistons aujourd'hui, 63 ans après, à une exploitation de Congolais par le Congolais. Et il y a une émergence d'une classe, entre guillemets, d'intellectuels que j'appelle des semi-lettrés, qui, eux, prennent la commande et sacrifient la compétence. Et donc, aujourd'hui, la République marche sans tenir compte de êtes-vous compétent ou pas. Voilà pourquoi ne soyez pas étonnés de vous voir, on vous nomme ministre de l'Agriculture, vous n'avez aucun vocabulaire du domaine. Et vous ne connaissez pas Dylan le disait, il y a peu, vous allez voir qu'aujourd'hui, nous sommes incapables de produire notre tomate, notre oignon, notre fruit. Nous devons attendre la perfusion de l'extérieur. En quoi sommes-nous dignes, n'est-ce pas, de revendiquer 63 ans d'indépendance? Qu'est-ce qui nous manque en RDC? Les ressources dans le sous-sol sont là. Nous avons des terres rares. S'il faut penser la diversification de ressources pour tirer de l'argent, il faut que nous puissions nous arrimer sur le plan de développement stratégique qui prend pratiquement 3 dimensions. Vous avez la dimension d'abord humaine, nous avons la dimension environnementale et nous avons la dimension financière ou économique. Au niveau de la dimension humaine, quel type de Congolais est formé aujourd'hui et pour quelle ambition?
C'est ça le problème que nous avons dans notre pays 63 ans après. Quand je plaide pour la remise en cause, quel est le programme scolaire que nous continuons à appliquer aujourd'hui? Vous voyez des ministres en train de lancer les examens d'État. On a reçu 500 000, 300 000, 800 000 finalistes. Les statistiques pleuvent, c'est beau. Mais est-ce qu'on interroge sur le type de compétences que ces finalistes-là que nous lançons sur le terrain? Quel est le contenu de notre système d'enseignement? Sommes-nous là en train de dire à nos enfants, Diego Cao est venu découvrir l'embouchure? C'est se moquer de nous, quoi. Donc, c'est tout le problème aujourd'hui. Voilà pourquoi il faut repenser l'État congolais à tous les niveaux. La politique, elle est aujourd'hui l'art de se servir. Et vous voyez qu'il y a un engouement vers la politique. Pourtant, ailleurs, ce n'est pas ça. On devait avoir l'engouement vers d'autres secteurs. Parce que c'est là où il y a les intérêts. Si vous êtes autorité, vous avez des humilités, vous avez des avantages. Et c'est là où les gens se trouvent l'argent facilement. En fait, il ne faut pas dire les intérêts parce qu'on risquerait de croire à la sainteté dans le domaine. Il faut dire tout simplement que c'est là qu'il y a l'enrichissement illicite et l'enrichissement facile. Et aujourd'hui, on a tordu le cou à notre société. Ce sont les politiques qui ont les millions dans leur maison, en lieu et place des hommes d'affaires. Parce que ce sont les hommes d'affaires qui portent une économie. Nous parlons de l'économie congolaise. Combien de banques avons-nous? Aucune. À part notre banque régulatrice, la banque centrale. Combien de banques congolaises? Combien de compagnies d'aviation? Nous sommes présents dans quel secteur? Vous allez voir que tous les secteurs sont tenus par des étrangers. Et devons-nous nous réjouir? Une fois encore de plus, il est urgent que l'élite puisse s'arrêter et chercher à s'honorer et à honorer les pères des indépendances, les martyrs de l'indépendance que nous n'arrivons pas aujourd'hui à honorer par notre manière de gouverner, une gouvernance qui tend à être une gouvernance proto-bantou, parce qu'incapable de résoudre les problèmes qui sont les nôtres, incapable d'offrir du bonheur à nos peuples, en quoi sommes-nous dignes? On se transforme en jouisseurs. Oui, nous sommes des jouisseurs bourreaux. Parce que non seulement ils sont jouisseurs, mais ils maltraitent le peuple. Ils privent le peuple du bien-être. Le pouvoir n'est plus service. Parce que le pouvoir, en étant service, allait répondre aux problèmes du peuple. Le peu d'argent qui rentre est partagé, capté par des politiques et leur fonctionnement. Je cite par un exemple que je donne souvent. Regardez le charroi automobile quand le président de la République se déplace, quand le Premier ministre se déplace, quand le président de l'Assemblée, le président du Sénat, bref, les institutionnels. Vous le voyez aligné comme ça, une dizaine de véhicules, 4x4, qui vous coûtent pas moins de 60 000 $ le véhicule. Et si nous devons regarder la consommation en termes de lubrifiant, en termes de carburant, c'est que ça coûte à la République. Mais est-ce que nous sommes dignes de nous offrir ce luxe-là tant qu'en face de nous, il y a une population qui s'assoit par terre, nos élèves. Ils sont à même le sol en train de passer les examens. Nos mamans sont incapables d'avoir des soins de qualité, de mettre au monde dans des maternités modernes. Dommage, nous avons un homme congolais, 63 ans après, incapable même de copier. Parce qu'il voyage, il voit ce que se passe ailleurs et ils sont incapables de venir repiquer, implémenter ce qu'ils ont vu pour transformer leur société. Mesdames et messieurs, 63 ans après, l'homme congolais reste le bourreau des Congolais et aucune avancée dans différents secteurs évoqués ici sur le plan social, politique, mais aussi économique. On va vous donner la parole, Monsieur Guilain. On a parlé de cette passation pacifique du pouvoir entre le président Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Lors de cet événement, c'était quoi vos attentes? Et aujourd'hui, est-ce que ces attentes se réalisent sur le terrain? Merci beaucoup, M. Dorsin. Je pense que tout le monde avait suivi cet événement. On était tous branchés. Et la population sur place avait rappelé au président de la République en chantant. Félix, Papa Alobaki, les peuples d'abord. Et c'est ce qu'on attendait. Nous, les peuples,
Donc la situation sociale devait normalement changer en voyant cet événement, parce que c'était une passation pacifique du pouvoir, la première dans notre pays. Ce qui a fait même de notre pays comme parmi les grands pays démocratiques en Afrique, c'est cet événement-là. Nos attentes, nous, en tant que population, c'était de voir notre situation quotidienne changer. Le travail, l'électricité, l'eau et tant d'autres. Et l'état des droits également. Changer. Donc, mais nous nous rendons compte aujourd'hui que le peuple qui est, n'est-ce pas, le cheval de bataille du pouvoir en place, si aujourd'hui il faut en parler, c'est le peuple d'abord. Mais est-ce que ce peuple est satisfait? La réponse est négative. La réponse est négative. Donc, dans une période de 63 ans, la situation sociale, s'il faut y revenir, elle est chaotique. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, la société des télécommunications, Vodacom, a notifié à tout le monde que le taux des dollars est devenu à combien? 250 000. 100 $, il faut 250 000. Et ça, ce n'est pas... Les peuples ne se retrouvent pas. Donc, moi, je pense que cet événement, il y a une déception en nous qui sommes la population, parce que nos attentes n'ont pas été réalisées. Et jusqu'à quand? On ne sait pas. Parce que nous tendons vers les élections. Est-ce qu'il y a-t-il des justifications fondées? Je ne pense pas. Parce que tout gouvernement dans le monde a sa politique. Et vous avez selon le régime en place, il a connu de blocage en blocage. C'était d'abord avec la coalition FCCKH, et puis c'est tombé, c'était le premier blocage, il fallait aller chercher la majorité, un deuxième blocage, et voilà, aujourd'hui, on ne sait pas on ne sait pas plutôt répondre aux attentes de la population, parce que nous sommes partis de blocage en blocage. Des blocages en blocage. Ça, c'est les régimes ou les pouvoirs qui disent cela. Mais qu'est-ce que le peuple attendait? Est-ce que nous devons nous entrer dans ce qui se passe entre coalitions politiciennes? Non. Il y a eu des coalitions. Les coalitions peuvent se nouer aujourd'hui et demain, elles se dénouent. Est-ce qu'il faudrait-il incomber ça au peuple? Non. Je pense que la réalité, c'est quoi? Il fallait tout simplement se battre pour le peuple, pour que le peuple se retrouve de cet événement pacifique. Pour ce qui concerne cet événement, parce que c'est le premier événement dans notre pays, on attendait beaucoup de choses. On attendait les changements, si pas total, même partiel. Vous êtes déçu? Moi, personnellement, ça n'engage que moi, je suis déçu. Parce que depuis l'histoire, moi, je ne pense pas qu'on est déjà arrivé à 250 000 pour avoir 100 $. Je ne pense pas. Peut-être, prof pourra me contredire. Je ne pense pas. 250 000 pour avoir 100 $. Vous parlez de 100 $, il y a ceux-là qui peuvent vous parler juste d'un sac de farine. Sac de farine, c'est parmi les éléments. Sac de farine, nous sommes arrivés à 100 000. C'est l'aspect économique. Donc la politique, pour ce qui concerne l'âge de la République démocratique du Congo, c'est une déception. Et nous ne sommes pas dignes de nous présenter comme une nation qui a déjà totalisé 63 ans. Parce que si on faisait une étude comparative, vous prenez par exemple le Cameroun, vous prenez le Togo, vous prenez le Madagascar. Le Nigeria. Ce sont les pays qui ont été colonisés en 1960. Est-ce que, s'il faut comparer ces pays à la République démocratique du Congo, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique, vous allez comprendre et conclure avec moi que la RDC reste la dernière. Alors que quand on a commencé la course, la RDC était parmi les grands pays de cette Afrique. Mais aujourd'hui, nous sommes à la queue de l'alignement. Et pour nous, lorsque nous analysons tout ce qui s'est passé pendant au moins 63 ans, nous nous disons que l'homme congolais a échoué de gérer son pays. Et par conséquent, j'épouse l'idée du professeur Kantolomba, qui dit ceci: nous devons nous remettre en cause. Nous devons nous mettre autour d'une même table. Nous devons maintenant tracer la politique
nationale. Comment nous remettre en cause aussi longtemps qu'il y a ceux-là qui se retrouvent, une frange des gens qui se retrouvent et les autres ne se retrouvent pas? Comment arriver à mettre tout le monde ensemble pour se remettre en cause et puis parler autre chose? J'étais en train de réfléchir. Je lisais l'article 6 de la Constitution qui prône les multipartismes. Aujourd'hui, M. Dorsin, vous allez comprendre avec moi que nous avons au moins, plus ou moins, 1000 partis politiques. Lorsque vous voyez les rôles d'un parti politique, le rôle est celui de conquérir le pouvoir, l'exercer et le pérenniser le plus longtemps possible. Mais la plupart de ces partis politiques, si je vous demandais sur ces plateaux de me citer uniquement 20 partis politiques, vous ne saurez pas. D'autres partis politiques n'ont pas de raison d'être. Donc ce sont ces partis politiques mallettes. Des partis mallettes. Mallettes, effectivement. Ces partis politiques qui n'ont aucune vision. Quand le professeur Kantoumba prend aujourd'hui le pouvoir, nous nous tournons vers lui. Et la population oubliée. Est-ce que quand vous créez votre parti politique, c'est pour encourager ou bien soutenir les gens ou d'autres partis politiques qui parviennent à conquérir le pouvoir? Je pense que c'est déjà un problème. Pour moi, je pense que nous devons être dans un multipartisme, mais limité. 1000 partis politiques dans un pays. Et la plupart de ces partis politiques sont constitués par des membres des familles. Et vous avez les documents, vous exercez. Vous n'êtes nulle part, à part dans votre fief tribal. Et pensez-vous qu'avec ce genre de politique, nous pouvons évoluer avec notre pays? Je ne pense pas. Nous pouvons aller dans le sens de multipartisme limité. On peut avoir 4 partis politiques parce que nous savons évaluer facilement la gestion de chaque parti politique et la population sera à même de sanctionner facilement. Mais imaginez-vous, vous avez mal géré, mais vous avez au moins 400 partis ou 800 partis politiques qui vous accompagnent. Donc on peut dire, dans le 63 ans, il y a 32 ans de lutte de l'UDPS qui est au pouvoir aujourd'hui. C'est aussi une déception de voir la manière dont l'UDPS gère le pays. Je voudrais parler ici de l'homme congolais. Ça, c'est important. C'est une évaluation générale. Les Belges nous ont laissés, mais là, nous avons pris la chose en main. Qu'avons-nous fait? Parce que l'essentiel n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. L'indépendance nous a été donnée. Qu'est-ce que nous avons fait de cette indépendance? Rien. C'est pourquoi j'ai parlé, on n'était pas prêt d'accéder à l'indépendance. Peut-être voilà pourquoi nous sommes en train de connaître tout ça. Quand il faut prendre les gens n'étaient pas préparés à cette dimension. Quand il faut prendre les étapes, avant la colonisation et après. Parce que cette période, c'était une période aussi chaotique par rapport à la manière de traiter les Noirs. Et ça, on ne pouvait pas continuer dans cette façon-là. Donc, il fallait changer et donner maintenant les bâtons de commande à qui? Au peuple congolais. Et le peuple congolais a commencé à diriger, mais nous constatons qu'après avoir pris la commande, et il nous a déçus, et nous ne sommes pas dignes, personnellement, de nous présenter comme un pays ayant totalisé 63 ans d'indépendance. Merci beaucoup. Par rapport, s'il faudrait que j'ajoute un élément peut-être, oui, pour ce qui concerne l'aspect électoral. Nous saluons parce que c'est en 2018 où on a compris que la RDC a organisé les élections sans pour autant qu'il y ait les fonds de l'extérieur. Ça, c'est un aspect important. Sur le plan législatif aussi, c'est important parce qu'il n'y a pas que des négatifs. Moi, je suis un analyste indépendant. Sur le plan législatif, la RDC a connu des bonnes lois. Nous avons eu des bonnes lois, notamment les codes miniers. Lorsque vous lisez les codes miniers, ça c'est un héritage que je salue pour les législatifs. Au-delà de ça, nous avons connu en 1987 les codes de la famille. Les codes de la famille aussi, c'est un héritage. Nous avons connu également les codes du travail. Les codes du travail de 1967 qui a été modifié et complété à ce jour. Donc, ce sont des lois qui ont été votées et promulguées pendant que nous avons déjà l'indépendance. Il y a une autre loi, la loi de 2017,
sur la sous-traitance, qui vient protéger l'homme congolais, qui vient créer, n'est-ce pas, les millionnaires. Reste à savoir l'application de toutes ces lois. Ça sera ma conclusion par rapport à cette analyse. Rapidement, et oui, la loi portant protection de l'enfant, la loi portant protection de l'enfant de 2009, ça c'est l'œuvre purement congolaise. Et donc, par rapport à toutes ces lois, vous allez vous rendre compte que le législatif a quand même remporté quelque chose pour les peuples congolais. Néanmoins, ce que nous pouvons demander, c'est l'application adéquate de toutes ces lois. Il ne suffit pas d'avoir ces bonnes lois sans pour autant les appliquer dans toutes leurs interprétations. Et ça, c'est important. Professeur, d'ici là, nous allons partir aux élections. Vous avez évoqué vraiment beaucoup de choses qui se sont passées négativement dans notre pays 63 ans après. Mais on a parlé également de la passation pacifique du pouvoir. C'est un échec pour vous. Qu'est-ce qui a manqué au pouvoir en place? Est-ce que de pérenniser plutôt cette passation pacifique, mais aussi les élections qui pointent à l'horizon? Allons-nous vivre ce qu'on a vécu en 2018, vu déjà les tractations sur le terrain, les arrestations des hommes politiques, les interpellations, les perquisitions des différentes maisons des hommes politiques, les intimidations par-ci par-là, et ces conflits entre le président et l'Église catholique en 2023, d'ici décembre plutôt. Est-ce que nous allons vraiment vivre ce qu'on a vécu en 2018? Cher Dorsin, je suis de ceux qui pensent qu'il faut s'interdire le discours de justification. Voilà pourquoi je souhaiterais qu'on s'interdise de dire l'indépendance était précoce ou nous n'étions pas préparés. Parce qu'aujourd'hui, là où vous êtes, cher journaliste Dorsin, vous n'allez pas dire que je suis né pendant la mauvaise période. Mais il faut assumer aujourd'hui, dire là où je suis, qu'est-ce que je fais en termes de bilan ou du parcours de notre indépendance. Mon jeune frère abordait la question ici d'héritage politique. Regardez, nous partons du monopartisme avec le MPR, avec le multipartisme. Hein, je l'ai toujours dit sur plusieurs plateaux que ça a été très mal négocié. Je suis effectivement d'avis de ceux qui pensent qu'il faut limiter le multipartisme par courant idéologique. Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur a envoyé une liste de 910 partis politiques au Congo. Pourquoi faire et pour quelle idéologie? Avons-nous 910 idéologies? Parce qu'il faut compter aussi les autres partis qu'on n'a pas repris sur la liste. Et donc, regardez, le génie congolais réside dans la création des partis en copier-coller. En termes d'idéologie, vous avez le génie congolais en création des églises par avenue. C'est tout ce que nous avons réussi à faire pendant 63 ans. Et donc, il est temps effectivement que nous puissions repenser la République. Parce que vous en parlez, regardez aujourd'hui, après la passation pacifique du pouvoir, l'alternance, tant vantée et chantée, aujourd'hui, nous avons encore des problèmes avec une classe politique qui a traversé plusieurs âges. Vous verrez que ce sont les mêmes qui sont partis du temps de Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Et nous n'avons pas pu les congédier. Et je pense que l'urgence aujourd'hui est de congédier la classe politique qui a montré ses limites. Parce que ceux qui sont là aujourd'hui n'ont rien à prouver. Mais sur qui pouvons-nous compter? En principe, c'est sur la population. Mais dommage, on a abruti la population. Encore une fois de plus, je voudrais rassurer à Guilain que la population n'est pas pacifique, mais elle est passive. Elle est presque naïve pratiquement. Il faudra que la population arrête d'applaudir son bourreau. Ça sera le début du commencement. La population sous la table est capable de mettre fin à la fête. C'est-à-dire, elle est en dessous de la table et la fête, c'est pas sur la table. Il suffit que la population puisse se lever, la table va se renverser, la fête va prendre fin. Et donc, il faut congédier la classe politique. Regardez le jeu politique aujourd'hui. Comment on utilise l'argent du contribuable congolais contre les autres d'autres Congolais. Et donc, ceux qui sont au pouvoir
il se vertue, n'est-ce pas, en train de faire des choses avec l'argent du contribuable pour inquiéter ceux qui sont à l'opposition. Et donc, qu'est-ce que nous visons? Même quand vous avez posé la question sur le blocage, à quel niveau porte le blocage? Le blocage porte-t-il au niveau où on veut exécuter un projet pour le peuple ou au niveau interne des acteurs politiques quand il s'agit de leurs propres intérêts? C'est ça la grande question. Si blocage il y avait au niveau où on veut construire des écoles, on veut électrifier nos villes, regardez le Lualaba où nous nous retrouvons aujourd'hui. La province qui capte plus de 300 millions de dollars en termes de redevances minières. Le génie de Kabila, l'héritage qu'il nous a laissé. On vous dit, les législateurs vous disent cet argent doit profiter à la population impactée. Mais allez voir, autour des entreprises, il y a des populations impactées qui n'ont rien à voir, qui ne savent même pas qu'il y a la redevance minière. Qu'est-ce que nous en faisons? C'est là le problème de l'homme congolais. Et donc, ici, il faut un formatage au profit du peuple et non organiser un système politique de terrorisme pratiquement. On terrorise les uns, on veut les empêcher. Bon, si vous avez bien travaillé, si vous êtes sûr, allons consulter le souverain primaire. Et là, le souverain primaire va trancher en termes de renouvellement de la confiance ou en termes de retrait de la confiance. En lieu et place de multiplier de subterfuges, n'est-ce pas? Nous sommes aujourd'hui dans une république avec un concert de records de détournements, de montants de détournements par-ci par-là. Et donc, il nous faut repenser notre société. La République nous appartient. Arrêtons de réfléchir par cliché. Parce que quand vous réfléchissez par cliché, disant vous êtes dans tel camp, vous êtes fatiste, katumbiste, matatiste, kabiliste, nous n'avançons pas. Nous avons la République et nous avons un compte à rendre sur ce que nous avons fait de la gestion de notre République avec tout ce qu'elle a comme potentiel. C'est de cette manière-là que nous serons évalués comme élite, comme un peuple digne. Et non aujourd'hui un peuple qui dépend complètement à partir de l'accoutrement jusqu'à la casserole, jusque dans l'assiette, nous dépendons 63 ans après et c'est déplorable. Merci beaucoup, monsieur Sylvain Kantolomba. Je rappelle qu'il est professeur, mais aussi docteur en sociocritique. Merci beaucoup. Je pense que ce sera ça votre conclusion. Merci. Monsieur Guillain, votre conclusion par rapport à tout ce qu'on a parlé en quelques secondes seulement. Merci beaucoup, monsieur Dorsin. Je pense que la question de la République, c'est une question qui intéresse tout le monde. Que vous soyez du pouvoir, de l'opposition, tout comme de la société civile. Parce que c'est l'affaire de l'État. Et nous, en tant que citoyens, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous disons tout simplement que l'État doit être capable, ou précisément le gouvernement doit être capable de gérer la population. Le gouvernement doit être effectif. Le gouvernement doit protéger la population sur tous les plans, les plans économiques, social et politique. La sécurité aujourd'hui, on n'en a pas parlé, donc c'est un problème. Tout ça, ça rentre dans l'une des missions régaliennes de l'État. Ça, c'est important. Et ce n'est pas moi qui peux protéger la population, mais c'est plutôt le gouvernement que nous avons choisi pour nous représenter et poser les actes valables pour notre bien, nous en tant que population. Et cela fera de nous un grand peuple, une nation forte et une nation prospère. 63 ans après, quelles avancées? Voilà le thème qui nous a réunis aujourd'hui dans ce spécial 30 juin. Disons merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup à vous, professeur Sylvain Kantolomba. Merci également beaucoup à vous, monsieur Guillain, d'avoir répondu à notre invitation. Ça a été un plaisir de partager ce plateau avec vous. Surtout, d'avoir toutes ces analyses sur différentes questions, sur le social, sur la politique, mais aussi sur l'économie. D'ici là, portez-vous bien, mesdames et messieurs. C'est la fin de ce magazine. Je vous retrouve très prochainement. Passez de beaux moments en compagnie des Mikuba.